Alors l'État, au travers de la DGPR, que vous représentez aujourd'hui, soutient activement les acteurs territoriaux pour développer une culture des risques auprès des citoyens. En quelques mots d'introduction, quelles sont concrètement, ou quelle est plutôt la politique publique qui sous-tend la mobilisation citoyenne impulsée par l'État ? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors merci beaucoup à la FPCMPT, au Crisis Lab pour nous avoir fait l'honneur de nous proposer ces quelques mots d'introduction à cette journée de travail dont le programme s'annonce tout à fait riche et plein de surprises, si j'ai bien compris. Donc nous sommes au ministère, alors actuellement nommé, parce qu'en ces temps un peu incertains, actuellement nommé de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Et c'était un souhait de notre ministre de bien mettre en avant cette action qui n'est pas toujours bien connue du ministère chargé de l'environnement. Alors, au sein de la Direction générale de la prévention des risques, nos missions sont beaucoup de travailler sur la prévention, donc l'avant la crise, ou l'évitement, le plus possible, de la crise. Donc c'est important parce qu'on va aujourd'hui sans doute voyager dans les différents temps de la mobilisation citoyenne, avant qu'il ne se passe ou ne se passe pas quelque chose, pendant et après. Alors en termes pour planter le décor, peut-être quelques chiffres sur les risques en France. Donc la France compte à peu près 1300 établissements Céveso, assez bien répartis sur le territoire, tous les départements en ont, donc voilà, tous les citoyens ne sont pas trop loin d'un établissement Céveso. Un Français sur 4 est exposé à au moins un risque naturel. 18,5 millions de personnes sont exposées au risque d'inondation, qui est vraiment un risque tout à fait fréquent, on va dire, inondation, submersion marine, voilà, les deux ensemble. Et en termes économiques, ça sont mis en jeu 9 à 10 millions d'emplois. Et puis je souligne que dans nos territoires ultramarins, il y a une conjonction finalement d'exposition au risque qui est, à part peut-être le risque d'avalanche, ils ont tous les autres, y compris le volcanisme, etc., avec des enjeux sociaux tout à fait particuliers en matière notamment de gestion des logements, etc. Donc on est particulièrement attentif aux spécificités de ces territoires également. Et donc, ce colloque qui fête les 20 ans de la loi de modernisation de la sécurité civile, c'est l'occasion effectivement de prendre ce recul, de prendre ce pas de côté et de voir un peu quelle est l'interface entre les différentes facettes de l'action publique. Je voulais souligner aussi dans ce mot d'introduction que le colloque est particulièrement d'actualité puisqu'on est sur une trajectoire de dérèglement, de changement climatique qui va accentuer encore l'exposition aux risques, notamment aux risques naturels avec une intensification en gros des événements naturels extrêmes plus fréquents et plus extrêmes. Oui, désolée, je suis vraiment pas très grande. Voilà, là je pense que je suis au max. Et donc, voilà, on voulait aussi inscrire tout ce travail dans le plan national d'adaptation au changement climatique qui est en cours de concertation actuellement et nous situer, nous préparer à se dire qu'est-ce que c'est la fréquence des inondations, c'est quoi la crue centenale quand on est à plus 4 degrés en France par rapport au climat qu'on a connu. Alors, quelques chiffres là encore. Les experts des assurances estiment que les coûts de dommages des catastrophes naturelles vont augmenter de 50% d'ici 2050. Donc voilà, c'est pas complètement dans l'épaisseur du trait, c'est des milliards d'euros de dommages en plus. Et tout notre effort est de veiller à limiter les effets sur, naturellement, la vie humaine en premier lieu. Alors, face à cette situation peut-être manquant de joie et de pétillant pour ce début de journée, et qu'est-ce que fait l'État à ce stade ? Alors, l'action publique est déjà importante, bien sûr, depuis plusieurs années. Alors, on est doté d'outils de plans de prévention depuis plus de 20 ans. Alors, je ne vous assommerai pas avec tous les plans qui existent. Il y en a au niveau zonaux, départementaux, communaux, etc. Ce qu'on peut retenir, c'est quand même qu'un tiers des communes ont des plans destinés à faire face à un certain nombre d'événements désagréables qui sont en place. Et donc ça, c'est très intéressant, je dirais, pour se préparer et pour sensibiliser les élus, les citoyens. Il y a également de l'information préventive des acquéreurs, des locataires. Ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion peut-être d'acheter ou de vendre un bien se sont rendus compte qu'on leur fournissait une documentation assez épaisse. Voilà, c'est aussi un outil que l'État a mis en place. La vigilance météorologique, la météo, la vigilance crue,
qui est maintenant accessible avec des applications, des outils développés par nos collègues chargés de la gestion de crise, FR Alert, qui permettent l'information directe sur les portables, et puis bien sûr énormément de travail partenarial avec tous les acteurs, parce que en fait l'action de l'État, elle est par essence limitée. On travaille pour les citoyens. On a besoin finalement d'impulser une dynamique qui soit ensuite largement reprise et qui irrigue toute la société, puisque ce n'est pas 2 ou 3 personnes dans un ministère qui vont aller parler à tous nos concitoyens. Et donc, c'est vraiment ce travail partenarial qui est au cœur de ce colloque et qui est très intéressant à souligner. Alors, peut-être vous dire également quelques mots. En 2021, la ministre Barbara Pompili avait fait le constat que toute cette action publique un peu descendante trouvait une forme de limite et qu'il fallait aller vers plus de transparence, plus d'information, plus de participation pour la gestion des risques majeurs. Et c'est Fred Courant, de Fred et Jamy, je pense que tout le monde voit qui c'est, qui avait bien voulu mener cette mission et faire un certain nombre de préconisations que nous avons depuis mises en œuvre. Et c'est là qu'on a beaucoup remis l'accent, ce n'était pas quelque chose d'inconnu, mais sur la culture du risque. La culture du risque dans ses différentes facettes, d'abord l'information, connaître, être informé, comprendre quels sont les risques auxquels je suis exposée. Alors souvent, traditionnellement, on regarde avec intérêt ce que fait le Japon en matière d'acculturation des enfants dès le plus jeune âge, les exercices sismiques, etc. Mais également, plus près de nous, dans les pays du nord de l'Europe, il y a une meilleure connaissance des gestes qui sauvent, des numéros d'urgence. Donc on peut progresser sur ce volet de connaissances. Et puis ensuite, c'est plus compliqué, il y a l'implication, aller vers, faire des exercices, mettre réellement les gens en situation dans un quotidien qui est extrêmement chargé pour tout le monde. Donc il n'y a personne qui se lève le matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, si au lieu d'aller travailler et de mettre mes enfants à l'école, je me faisais un petit exercice de crise là, pour voir si je suis bien prêt. » Donc naturellement, il y a des relais, la nécessité que les élus puissent s'en emparer, que des associations puissent venir en soutien pour l'organisation de ces exercices. On a tous un rôle à jouer. Et plus largement, et là je vais faire un petit focus sur les risques technologiques, on a besoin également de continuer à faire vivre des structures de concertation sur le territoire. C'est-à-dire que près des objets dangereux, comme les Céveso, comme les centrales nucléaires, il y a des structures de concertation avec les élus, les riverains, les associations, qui sont des commissions de suivi de site, des commissions locales d'information, ou des S3PI, des secrétariats permanents pour la prévention des pollutions industrielles. Ce sont des structures qui sont de type grenellienne, qui hybrident un peu les différentes compétences et dont le fonctionnement régulier permet d'informer au quotidien et puis également de participer quand il y a des exercices. Donc c'était le point un peu que je voulais vous indiquer sur les différents axes de travail. Vous dire également, bien sûr, qu'en lien avec le ministère chargé de la gestion des crises, on a promu la mise en place de la journée de la résilience le 13 octobre, qui est une date qui existait au niveau de l'ONU, donc que nous avons repris. Et on voit déjà, après quelques exercices, qu'il y a une belle dynamique autour de cette journée, avec plusieurs milliers de projets qui s'organisent autour d'octobre, mais finalement tout au long de l'année. Et c'est très important, parce qu'en fait, c'est plus efficace de faire des choses tout au long de l'année. Et un certain nombre pourront être distingués dans les prochaines semaines, nous l'espérons, par des remises de prix. Donc l'idée était de vous dire ces quelques mots, vous dire qu'on travaille donc à la DGPR sur l'avant, mais dans l'idée que mieux informés, mieux concertés, mieux impliqués par des exercices, nos concitoyens seront avec les bons réflexes pour pendant, si ça arrive, et après. Et donc je vous remercie tous pour votre participation à ce colloque et vous souhaite une très très fructueuse journée.